Allô, allô? Bonjour. Alors, bonjour, docteur. Ah, vous m'entendez pas, n'est-ce pas? Pas discuter avec un collègue qui me demandait un avis, tout ça. Non, 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 attendez pas. Parfait. Allez, on va corriger les tracés qui sont, ben, à mon avis, assez simples, hein, même pour vous. Je ne crois pas que ça vous ait posé de difficultés particulières. En fait, il faut juste appliquer les critères qu'on a vus au TD. Ça, le but, c'est vous habituer visuellement avec ces aspects. Voilà. Maintenant, pour être sincère avec vous, moi, je ne diagnostique pas un bloc de branche gauche ou droite sur des critères, hein. Moi, ça suffit que je vois, ben, et je réussis facilement à détecter ça. Pourquoi? Parce qu'on a entraîné notre œil. Voilà. Le CG, ce n'est qu'un entraînement, une mémorisation visuelle. Donc, plus vous faites des tracés, plus vous allez garder en mémoire visuelle ces aspects-là, vous les comparez au prochain électro et ça vous rendra l'interprétation extrêmement facile et rapide. Bien, allez, on commence par le premier. Qui veut prendre la main? Qui veut un peu nous parler de ce tracé, nous argumenter, nous donner un diagnostic? Parlez pas tous en même temps. Il faut faire un partage d'écran. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, ben, en fait, c'est le tracé numéro 1, hein, mais là, je vais le partager tout de suite. Je croyais qu'il était partagé, hein. Voilà, partager l'écran. Ouais. C'est bon, c'est fait. Allez-y. Alors, on a des QRS qui sont larges. Et on ne voit pas bien les dérivations. Docteur, on ne vous entend pas. Ah, mon micro était éteint, désolé. Là, vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, la question que j'avais posée, oui? Oui, vas-y. Oh non, allez-y, posez votre question. Je vais poser ma question. Alors, la question était toute simple. Sur quelle dérivation vais-je mesurer les QRS? La durée des QRS. Là où ils sont les plus larges. Là où ils sont plus larges, effectivement. C'est-à-dire, je présume que c'est cette dérivation qui a pu voir, n'est-ce pas, la totalité du QRS. Bien. Et donc là, moi, je pense que c'est le V1, hein. Voilà, en V1, les QRS sont franchement larges. Exactement. Alors, je peux zoomer ou même pas, même si je zoome pas. Je pense que ça dépasse quand même les 3 millimètres. Et je parle d'un QRS large à partir de quel chiffre? Quand c'est À partir de 0,12 égal secondes. à 0,12 secondes, c'est-à-dire 3 millimètres en étalonnage standard. Exactement. 0,12 secondes, c'est-à-dire 3 millimètres, 1, 2, 3 en étalonnage standard. Et donc, votre camarade a dit que les QRS étaient larges, à juste titre. Bien. Est-ce que tu peux continuer ton interprétation? Oui. Oui, vas-y. Ensuite, le rythme est sinusal. On a une entrée qui est positive en D1, en D2, en AVF et qui est négative en AVR. Très bien. Alors, positif en AVF. Ah, les dérivations sont là. AVF est là, n'est-ce pas? Et négative en AVR. En AVR. Oui, très bien. Il faut en plus s'assurer que chaque onde P suivie de QRS et que chaque QRS est précédé d'une onde P. Oui.
Très bien. Donc, le rythme est sinusal. Et un rythme sinusal est par définition comment? Régulier. Supra Ah, supraventriculaire. Oui. ventriculaire. Donc, le rythme est supraventriculaire, en l'occurrence sinusal, avec un QRS large. Oui. Donc, ça élimine tous les diagnostics différentiels de tachycardie ventriculaire, d'électrostimulation, de bloc atrioventriculaire complet avec foyer d'échappement ventriculaire. Voilà, exactement. Il nous reste donc le Wolff-Parkinson-White et pour ça, on va regarder le PR. Un PR est comment? Le PR, il est allongé. Je l'ai mesuré, il était à 0,16, mais je ne me souviens plus de la dérivation. Très bien. Alors, 0,16, c'est pas allongé. Hein? 0,16, ça reste normal. En fait, tu dis qu'il est normal, en fait. Alors, la valeur du PR, je vous le rappelle, c'est entre 0,12 et 0,20, intervalle fermé. S'il est supérieur à 0,20, je parle d'un BA avec premier degré. Encore faut-il que toutes les ondes P soient conduites, n'est-ce pas? Et si elle est inférieure à 0,12, ben, c'est un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Si j'ai un Wolff-Parkinson-White, voilà, exactement. Si j'ai un syndrome de Wolff-Parkinson-White, je ne pourrai pas porter le diagnostic d'un bloc de branche. Oui. Bien. Et donc là, il a 0,7, donc il est normal. Hein? Voilà. Oui, il est normal, mais il est supérieur à 0,12, donc on élimine un Wolff-Parkinson-White. Exactement. Voilà. Et donc, je vais vous poser une question toute simple. Quelle explication trouvez-vous à des QRS larges quand le rythme est supraventriculaire et que le PR est normal? Le bloc de branche. Bloc de branche, exactement. Voilà. Donc là, ça satisfait les trois critères premiers du bloc de branche, hein, bien, qui sont QRS large, premier, hein, ou du masse supérieur égal à 0,20 pour les blocs complets, rythme supraventriculaire, c'est-à-dire ça vous élimine toutes les autres causes d'élargissement des QRS, hein, qui sont les rythmes à commande ventriculaire, TV, BAV complet QRS large, rythme électrostimulé, etc. Et troisièmement, bien sûr, quand le rythme est sinusal, un PR égal à 0,12 vous élimine une dernière cause d'élargissement du QRS qui est le Wolff-Parkinson-White. Donc, la seule explication à l'élargissement du QRS, ça devient quoi? Un bloc de branche. Voilà. Et donc, on est devant un bloc de branche finalement. Maintenant, est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il est gauche? Alors, pour le déterminer, on va voir la morphologie des QRS. Exactement, oui. Alors, on a en V1 une morphologie qui... Alors, en V1, on a un petit R, grand S et grand R'. Exactement, petit R, peut-être même petit S, hein, ça ne dépasse pas les 5 mm, et grand R'. Et regardez R', elle est comme en langue R'. Large. Large, elle est à la fois large et ample. Oui. Voilà. Et elle correspond à quoi dans R' que vous voyez ici? La dépolarisation de la partie postérieure des ventricules. Non, elle est, non, elle est quand elle n'est pas ample et large. Voilà. Quand elle est oui, c'est le bord libre du ventricule gauche. Exactement, c'est là qui va en retard. En retard. Alors, l'activation en retard, donc c'est pour ça qu'elle vient à la fin du QRS. Mais lente de proche en proche, c'est pour ça qu'elle est large. Ben, de quoi? Du ventricule droit. Gauche. Droit. À droit. Exactement. Alors, si tu as un bloc oui, c'est droit. Ben, c'est le droit qui va être excité de lentement de proche en proche. Ça vous crée un vecteur orienté vers la droite qui va être capté par V1, V2 sous forme de quoi? D'une onde positive terminale large, R', spécifique du bloc de branche droit. Donc là, c'est quoi? C'est un bloc de branche droit. Droit complet. Voilà. S'ensuit quoi? Ben, des troubles secondaires de la repolarisation. Oui, avec une inversion de l'onde T. Inversion de l'onde T, exactement. Alors que même le QRS est comment? Il est positif et l'onde T est négatif. Exactement. Alors pourquoi ce trouble secondaire de la repolarisation? Parce que la dépolarisation se fait tellement lentement qu'elle va gêner la repolarisation. Et la repolarisation, au lieu de se faire naturellement de l'épicade vers l'endocade, la repolarisation se fera dans le sens inverse, ce qui va nous donner des troubles secondaires avec des ondes T négatives. Donc, bravo pour l'interprétation. Ben, pour résumer, on va dire qu'il s'agit d'un bloc de branche droit complet. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. Alors, si c'est bon, ben, on va passer au deuxième. Il ne faut pas que j'oublie
Bien. Quelqu'un d'autre? C'est un bloc de branche. Un bloc de branche. Bah, vas-y, fais-nous une interprétation complète, mais avec des arguments en premier, puis une conclusion à la fin. Oui. Alors, déjà, on a des QRS larges qui sont supérieurs à 12 secondes. Oui, alors franchement large, hein, cela, hein, oui. Oui. Mhm. Alors, là, on doit éliminer tout ce qui est diagnostic différentiel, donc tout ce qui est rythme en dessous des bras, enfin ventriculaire. Mhm. Oui, donc là, on a un rythme sinusal avec toutes les ondes P conduites et tous les QRS sont précédés d'ondes P. L'onde P est positive en D1, D2, AVF et négative en AVR. Donc, c'est une onde P sinusale. Donc, c'est une onde P sinusale. Oui, Mhm. donc c'est un rythme sinusal. Et on doit aussi éliminer un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Et là, on doit calculer le PR qui est égal à 0,16, donc il est supérieur à 0,12. Très bien. Et donc, là aussi, on est dans un cas où on a des QRS larges en rythme sinusal avec un PR normal. Souvenez-vous d'une chose, la seule explication QRS franchement large en sinusal avec un PR normal, eh ben, c'est un bloc de branche. Vous êtes d'accord? Puisqu'on a satisfait les trois premiers critères, rythme sinusal, donc en l'occurrence ventriculaire, QRS large avec un PR normal. Bien, alors reste à savoir, est-ce que tu peux nous dire maintenant, si tu viens c'est un bloc de branche complet, est-ce qu'il est, ce bloc de branche, est-ce qu'il est droit ou gauche? Oui, il faut regarder la morphologie des QRS dans les dérivations précordiales. Mhm. Et on voit qu'en V6, on a l'aspect d'une onde R exclusive et crochetée. Donc, c'est un bloc de branche gauche. Refais les critères, s'il te plaît. En V6, Il y a on quoi? a l'aspect d'une onde R. Non, avant cela. Alors, il faut bien un petit peu, c'est une option, c'est vrai, mais c'est important de hiérarchiser un petit peu les critères parce qu'ils n'ont pas la même importance. Donc, tu dois commencer par quoi? Par le plus important. Et quel est le meilleur critère d'un bloc de branche gauche? Disparition de l'onde Q. Exactement. C'est la disparition de l'onde Q en V5, V6. Alors, remarquez l'aspect en V6, c'est R crocheté. Mais est-ce qu'il y a une onde Q avant? Non. Pourquoi c'est important? Pourquoi la disparition de l'onde Q est un critère important? Parce que l'onde Q, fine, en V5, V6, ben, c'est l'onde de l'activation septale. Et pourquoi c'est une onde Q en V5, V6? Parce que ces dérivations sont à gauche et l'activation septale normale se produit de droite vers la gauche, normale. Alors, si vous avez disparition de l'onde Q en V5, V6, c'est-à-dire que cette activation septale s'est inversée et l'onde Q, qui était négative, est devenue positive. Qu'est-ce qui pourrait m'inverser une activation septale? Ben, c'est que l'excitation n'est pas venue de gauche, elle est venue de droite. Et donc, ben, c'est un bloc de branche gauche, puisque le septum n'a plus le choix, il s'active par la branche droite. Donc, n'oublie pas, ben, le critère essentiel ben, au bloc de branche gauche, c'est la disparition de Q en V5 ou V6. Continue, s'il te plaît. Oui, donc disparition de l'onde Q. Mhm. Oui, continue. Qui est une onde R qui est crochetée et positive en V5, V6. Exactement. C'est plutôt en V6, pas en V5, plutôt en V6, mais ça suffit. Et donc, on a disparition de l'onde Q avec une onde R exclusive large et crochetée en V6. Ben, ça suffit pour dire que c'est un bloc de branche gauche. Alors, pourquoi il y a une onde R crochetée? Ben, en fait, ces deux ondes fusionnées. Et c'est quoi ces deux ondes? C'est deux vecteurs qui vont dans le même sens. L'activation septale inversée et l'activation de proche en proche du ventricule gauche, voilà, qui va aussi de droite vers la gauche, et celle du ventricule droit sont complètement masquées par ces deux vecteurs. Bien. Qu'est-ce qui s'ensuit par la suite? Après le QRS, tu as quoi?
Un trouble de la repolarisation secondaire. Secondaire, exactement. Donc, une montée est inversée. Voilà, en Et V6. Même d'ailleurs en D1, même en D2. En fait, elle est pratiquement là où le QRS est positif. Bien. Parfait. Très, très bien. Alors, quelques remarques, juste. Enfin, il y a eu des remarques sur la discussion. Docteur, pourquoi en V1, V2 ressemble à R'? V1, V2. Non, il n'y a pas de R'. Hein. Très bien. Donc, en fait, en V1, V2, c'est un aspect QS. Regarde en V1, c'est un aspect QS. Et l'aspect QS en V1 n'est que l'image en miroir du R exclusif en V5, V6. Ce que vous voyez par la suite, ce n'est pas une onde R', c'est un sus-décalage du segment ST. Et ce sus-décalage, avec une onde T positive, n'est que l'image en miroir des troubles secondaires de la repolarisation. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le BBG en V6 vous donne quoi? R exclusive crocheté avec sous-décalage d'une onde T négative. Mais en V1, ça va donner strictement le contraire. Donc, une onde QS au lieu d'une onde positive. Au lieu d'avoir un sous-décalage d'une onde T négative, vous allez avoir un petit sous-décalage, une onde T positive. Et donc là, c'est un sous-décalage du segment ST. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois que vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, de connaître tous ces aspects-là. Souvenez-vous juste de l'aspect du BBG en V6, V5 et l'aspect du BBD en V1, V2. Le reste n'est qu'image en miroir. C'est bon? C'est bon pour ces tracés? Tout le monde a eu les diagnostics? Alors non, ce n'est pas un infarctus. Ça, ce décalage, ce n'est pas un infarctus forcément. Hein, voilà, ça, c'est un diagnostic différentiel. Ce décalage du segment C n'est pas synonyme d'un infarctus non plus. Hein, et ça, on le verra quand on fera les cardiopathies ischémiques. Mais pour l'heure, on va avancer et faire le troisième tracé, numéro 3. Bien. Alors, je vous ai dit qu'un bloc de branche gauche, oui, bon, merci Manal. Alors, qui va interpréter ce tracé? Allez, vas-y Manal, vas-y. Puisque tu as... Tu peux parler de vive voix ou là tu veux le faire la discussion? Même j'ai kiffé. De vive voix, c'est nettement mieux. D'ailleurs, je vous encourage mieux à parler de vive voix. Hein. C'est plus agréable pour moi et pour tout le monde. Vas-y. D'accord. Donc, c'est une tachycardie parce qu'on remarque la fréquence inférieure à 100 BPM. Oui. À QRS régulier et large. Oui. Ils ont un aspect monomorphe. Donc, on essaye d'éliminer les causes, on essaye de voir c'est quoi la cause des QRS larges. Et puis, si on vérifie en D1, D2, il n'y a pas d'onde de P sinusale. Très bien. Ben, il y a même une dissociation. Il y a une dissociation. Exactement. Donc, on voit les ondes P ici, une qui est là, une qui est là. Il y a même un complexe de fusion, je crois, le quatrième. Ouais, il y a même une fusion qui est là. En fait, c'est un tracé qu'on a déjà fait celui-là, n'est-ce pas? Le deuxième atelier. Voilà, et on a conclu à une TV. Maintenant, il y a quelque chose qui est frappant. Regardez l'aspect en V1, V2. J'ai presque un aspect petit r, petit s, R' avec R' large. Est-ce que c'est un bloc de branche droit associé? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir exactement. Pourquoi on ne peut pas savoir? Vous répondrez quoi à quelqu'un qui vous dirait, ben, écoutez, moi je vois R, S, R' en V1 et j'ai appris que R, S, R' en V1 était l'aspect d'un BBD. Quand on a une excitation qui départ des ventricules, on n'aura jamais l'utilisation des deux branches en même temps, donc on ne peut pas juger. Exactement, bravo. Et donc c'est un piège, il ne faut pas sauter sur le diagnostic d'un bloc de branche parce que visuellement, ça ressemble à un bloc de branche. Voilà. Il ne faut pas zapper les premières étapes, lesquelles il faut s'assurer que le rythme est, que le QRS est large, ça c'est le cas, que le rythme est supraventriculaire. Alors, est-ce que le rythme est supraventriculaire? Non. Non. Et si le rythme n'est pas supraventriculaire, on ne peut pas porter le diagnostic d'un bloc de branche. Alors, qui est tombé dans le piège? Personne, j'imagine. Vous ne la faites pas à vous, hein, n'est-ce pas? Bien. Et donc, ce tracé-là, ben, c'est une TV monomorphe, même si en V1, on a l'aspect typique d'un BBD. Ça ne suffit pas. Il faut satisfaire les 3 critères fondamentaux. Et là, il y a un critère qui n'est pas satisfait, c'est le fait que le rythme soit
supraventriculaire. Pareil pour les hypertrophies. On peut les déceler même si Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, là non plus. Non, quand vous avez un BBG, un BBD, oui, vous pouvez trouver une hypertrophie ventriculaire gauche. Mais si vous avez un BBG, non, il n'y a pas moyen de diagnostiquer une hypertrophie sur un BBG. Pourquoi? Parce que là, l'augmentation des amplitudes n'est pas liée à l'hypertrophie, mais à quoi finalement? Ben, à la sommation des potentiels. Vous me suivez? Oui, mais là, par exemple, sur une TV monomorphe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une hypertrophie du ventricule droit? Non, vaudrait mieux pas, non. Quand les QRS sont larges, non. Alors, pour diagnostiquer une hypertrophie ventriculaire gauche, il faut que le QRS soit fin. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi cela? Parce que toute excitation qui chemine lentement de proche en proche pour donner un QRS large laissera le temps au potentiel de s'additionner et ça peut donner de fortes amplitudes sans qu'il y ait pour autant hypertrophié. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Oui, parfait. Allez, tracé numéro 4. Eh bien, écoutez, ça va encore plus vite avec vous. Hein? Ah, celui-là. Ah, qui veut interpréter celui-là? Ah, je n'ai pas encore partagé? Si? BAD, bravo Hamidi. C'est un BAD complet. Alors, c'est un BAV complet, effectivement. Oui, je sais. Alors, c'est un BAV complet. Alors, sur quels critères allez-vous porter le diagnostic d'un BAV complet? Qui peut me donner les critères de vive voix? On a une dissociation auriculo-ventriculaire, Exactement, oui. Quoi d'autre? une bradycardie régulière Oui. et les QRS sont larges. Exactement. Large en V2. Donc, on peut même dire que c'est un BAV complet QRS large, n'est-ce Oui. pas? Très bien. Le diagnostic du BAV, vous l'avez sur juste 2 critères. Bradycardie régulière associée à une dissociation auriculo-ventriculaire. Et là, la dissociation est nette. Hein, quand vous voyez des ondes P, regardez, ça tombe un petit peu partout. Une onde P, Et on les voit par exemple en AVF. voilà, exactement. Donc, c'est forcément clairement dissocié. Alors, quand vous avez un BAV complet, vous devez un petit peu nous dire une information supplémentaire qui peut être importante. Est-ce qu'il a QRS un QRS large? Donc là, j'ai mesuré le QRS là où il est plus large et je pense qu'il est plus large en V1. En V3 aussi. Ou là en V2. V2, V3 aussi, exactement. Oui. Donc, il atteint quand même les 3 mm, hein, donc il fait 0,12. Et donc, par définition, c'est un BAV complet QRS large. Bien. Alors, regardez l'aspect en V1. C'est quel aspect? Petit R, petit S, grand R prime. Grand R prime. Il y a un aspect petit R, petit S, grand R prime. Ça vous évoque quoi? Un bloc de branche droit. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est même écrit là pour vous induire en erreur. Bon. Ça fait BBD, mais est-ce que je peux pour autant porter le diagnostic d'un BBD? Non, parce qu'on a un foyer ventriculaire. Exactement. On ne passe pas par les 2 branches du faisceau. Parfait. Donc, la question qu'on se pose, la question pertinente à se poser dans ce cas-là, qu'est-ce qui me donne les QRS? Alors, ce qui me donne les QRS, c'est un foyer d'échappement ventriculaire. Et donc, est-ce que le rythme des QRS est supraventriculaire? Non. Non. La première ou la deuxième condition, hein, après les QRS larges, n'est pas satisfaite. Il ne s'agit pas d'un bloc de branche. C'est bon? Monsieur, ici aussi, il vaut mieux ne pas calculer, chercher une hypertrophie. Exactement. Ouais. Ne cherche pas d'hypertrophie si tu as des QRS larges. C'est bon? Docteur, pour les hypertrophies ventriculaires droites, est-ce qu'on va rechercher les 2 critères ou seulement un seul est suffisant? On y arrive. Bien. Alors, j'aimerais vous poser une question. Donc, un BAV du premier degré, est-ce qu'il est compatible avec le diagnostic d'un bloc de branche?
Oui, Oui, alors pourquoi oui? parce que le rythme est supraventriculaire. Exactement. Parce que pourquoi le rythme est supraventriculaire? Parce que le QRS est donné par quoi? Par les ondes de P. Qui sont transmises. Exactement. Voilà. Ah, Et donc, le PR a le droit d'être lent devant un bloc de branche, mais pas d'être court. C'est pour ça que l'exigence, c'est quoi? C'est pas qu'il y ait un PR normal. L'exigence que le PR soit supérieur ou égal à 0,12. Donc, Alors, normal s'il ou a allongé. 0,20, 0,40, peu importe. L'essentiel, c'est que ça soit un PR normal ou lent, avec un BAV de premier degré. Donc, un BAV de premier degré est compatible avec le diagnostic avec bloc de branche. Je pourrais dire la phrase suivante sans me tromper. Hein, c'est une phrase qui peut avoir du sens. J'ai un bloc de branche gauche associé à un BAV de premier degré. C'est possible. Par contre, est-ce que le diagnostic d'un bloc de branche est compatible avec un BAV du troisième degré? Eh bien, non. Bien. Alors, pourquoi non? Parce que si vous avez un BAV complet, c'est que le rythme d'échappement va être ventriculaire et le rythme d'échappement ventriculaire n'est pas par définition supraventriculaire. Les branches ne sont pas utilisées. Vous ne saurez pas si elles conduisent ou pas. Vous ne saurez pas si un bloc de branche ou pas. C'est bon? Alors, compatible veut dire quoi? Veut dire que je peux porter les deux diagnostics à la fois. C'est ça, compatible. Voilà. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le patient peut avoir un bloc de branche. Voilà. Hein? Il peut faire le TV en même temps. Mais ce n'est pas deux diagnostics que moi, je peux faire en même temps sur l'électrocardiogramme. Alors que s'il a un bloc du premier degré et qu'il a un bloc de branche, je peux, sur le même ECG, porter les deux diagnostics. C'est ça, avoir des diagnostics compatibles. Vous avez compris la nuance? Dites oui. Oui. Oui, très bien. Parfait. Allez, on passe au numéro 5 ou 6. Docteur, Oui, vas-y. mais lors du BAV de premier degré, les QRS sans fin, non? Non. Est-ce qu'on a exigé ça dans le critère du BAV de premier degré? Non, c'était PR qui s'allongeait. Non. Alors, oui, PR lent, hein, PR, allongement de l'intervalle PR, qui reste fixe d'ailleurs, supérieur à 0,20. Et chaque onde P suivi de QRS. QRS. Est-ce qu'on a exigé que le QRS soit fin? Ah non. Non, voilà. Donc, je pourrais dire qu'il y a un bloc de branche associé à un BAV de premier degré. Vous voulez que je vous le dessine? Alors, je vais le dessiner. C'est juste un dessin. Tu vois des ondes P, PR allongé, QRS, par exemple, V1, large, R, S, R', P, PR allongé. Voilà. Donc, si j'ai ça, je vais dire quoi? Je vais dire BVD associé à un BAV de premier degré. C'est possible. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le BAV de premier degré, le rythme reste supraventriculaire. Finalement, c'est les ondes P conduites qui donnent les QRS, même si c'est avec un retard. Mais c'est l'onde P qui transmet, qui est transmise au ventricule, qui est conduite au ventricule. Et donc, par définition, le rythme est supraventriculaire. C'est bon? Docteur, Oui. est-ce qu'on a ici une hypertrophie atriale droite? C'est possible. Je ne me suis pas intéressé, mais c'est possible, oui. Mais Parce que des P sont en D2. Ça atteint exactement, c'est une possibilité. Ouais. D'accord, merci. Bien, allez, le numéro, je ne sais plus quoi, numéro 5, effectivement. On va être sur numéro 5. Allez, qui veut le faire celui-là? Aussi assez simple. Oui.
Allez-y. Alors, Mamoun, est-ce que tu veux parler? Quelqu'un essaie d'interpréter de vive voix, pour qu'on puisse discuter. Ah ben, écoutez, chez moi, il est en plein écran. Sinon, je Est-ce qu'il est en plein écran là? Oui. Oui, parfait. Alors, quelqu'un pourrait... mais c'est une question ou là c'est une réponse? Un peu des deux. Un peu des deux, oui, parce que l'intonation de ta voix a augmenté à la fin. On dirait que tu te poses une question. Mais effectivement, ben, ça peut être ça. Alors, parlons un petit peu du BAV du deuxième degré. Alors, pourquoi pas un complet? Pourquoi un BAV complet? Pourquoi un BAV déjà? Parce qu'il n'y a pas toutes les ondes de P suivies du QRS en D2. Très bien, mais utiliser les mots-clés, c'est quoi une onde de P suivie d'un QRS? Oui, oui. Une onde? Une onde P bloquée, des ondes de P bloquées. Alors, une onde P bloquée, exactement. Donc là, il y a une onde P bloquée, par exemple. Donc, elle n'est pas suivie de QRS jusqu'à la prochaine onde P. Voilà. Il y en a Et trois. donc, si vous avez une onde P, il y en a trois, oui, exactement. Il y en a trois, tu as dit? Oui, il y en a trois. Oui, il y en a trois ondes P bloquées. Une aurait suffi. Hein? Et donc, si j'ai au moins une onde P bloquée, ça me fait un BAV du deuxième, voire du troisième. Est-ce que c'est un troisième degré? Non. Non, pourquoi non? Les QRS sont irréguliers. Pardon, j'ai mal dormi. Ouais, les QRS sont irréguliers. Donc ça, c'est une astuce. Si les QRS sont irréguliers, eh bien, c'est dire qu'ils ne dépendent pas d'un foyer d'échappement. Il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas de dissociation. Auriculo-ventriculaire. Exactement. Et alors, c'est un deuxième degré. Et alors, est-ce que si vous avez un deuxième degré, il faut essayer de savoir ce que c'est un Mobitz 2? Oui. Le PR n'est pas constant. Le PR n'est pas constant. Alors, tu compares quoi, par exemple? Est-ce que tu compares celle-ci à celle-ci? Non, il faut deux PR, deux PR successifs au cours d'un même cycle. Exactement. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir deux PR successifs et je remarque que ben, le PR s'allonge, il n'est pas constant. Et donc, il s'agit d'un BAV du deuxième degré type Mobitz 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Alors, Mamoun, ce n'est pas un BAV de haut degré. Un BAV de haut degré, il faut que tu aies au moins deux ondes de P successives bloquées. Alors là, ce n'est pas le cas. Hein. Tu n'as pas maximum deux. Hein. Tu as maximum une onde P bloquée. Donc, ça reste un BAV du deuxième degré, type Mobitz 1. D'ailleurs, c'est un tracé qu'on a déjà fait celui-là, hein, si vous vous rappelez. Bien. Alors, très bien. Maintenant, il y a une autre explication. Votre camarade dit un bloc de branche associé. Alors, pourquoi elle dit ça? Pourquoi tu as dit bloc de branche associé? Parce que les QRS sont larges et déjà il y a les ondes de T qui sont inversées, ça fait bizarre. Oui, mais ce n'est pas sur des ondes T que je dis c'est un bloc de branche. Hein. Oui, bien sûr, c'est l'élargissement des QRS. L'élargissement des QRS. Mais pour diagnostiquer un bloc de branche, ça ne suffit pas. Il faut trois conditions. Lesquelles? QRS large. Il faut que le rythme soit supra-ventriculaire. Exactement. Et la question la plus pertinente dans ce cas-là, est-ce qu'un BAV du deuxième degré type Mobitz 1 est un rythme supraventriculaire? Oui. Oui. Pourquoi oui? Pourquoi faites cette facilité de réponse? Est-ce qu'il y a des entrées qui sont conduites et d'autres qui ne le sont pas? Oui, alors oui, mais pas pour cette raison.
Alors, pour savoir si le rythme est supraventriculaire ou pas, il faut se poser une seule question. D'où viennent les QRS? Ils viennent de ces entrées qui sont conduites et qui Voilà. elles-mêmes viennent d'une Puisque les sinusale. QRS viennent des ondes P qui sont conduites, chaque QRS vient d'une onde P qui est conduite. Et donc, les QRS sont liés à la transmission des ondes P conduites. Et donc, le rythme des QRS est comment? Supraventriculaire. Supraventriculaire. Donc, deuxième condition, satisfaite. Est-ce que le PR est court? Non, Non. Et donc, est-ce qu'il y a un Wolf? Est-ce qu'il est inférieur à 0,12? non. Non. Et donc, ben, PR est égal à 0,12. Et donc là, j'ai les trois critères. Je suis en droit de diagnostiquer un bloc de branche. Maintenant, est-ce qu'il est gauche ou droit? Il est gauche. Il est gauche, exactement. Pourquoi il est gauche? On a un aspect QS en V1. Un aspect... On n'a pas d'onde de Q en V5 et V6. Bravo. Disparaissant de l'onde Q en V6, V5, V6 est remplacé par quoi? Par une R exclusive et crochetée. Oui. Qui est bien visible. Ouais. Et donc, ne vous mélangez pas trop. Hein. Voilà. Je me comme bloc de branche gauche, je le fais en V5, V6. Bloc de branche droite, je le fais en V1. Tu n'as pas besoin de l'aspect QS en V1 pour porter un bloc de branche gauche. D'accord? Disparaissant de l'onde Q en V6, remplacé par une onde R exclusive, eh bien ça, c'est un bloc de branche gauche. C'est bon? S'ensuit des troubles de la repolarisation, un type de soudure. Il s'agit d'un bloc de branche où là, il s'agit d'un BAV du deuxième degré, Mobitz 2, Mobitz moins, associé à un bloc de branche gauche complet. Est-ce que... Oui. Oui, exactement. Et donc, BAV premier degré plus bloc de branche, compatible ou pas? C'est compatible. Troisième degré plus bloc de branche? Non. Non. Pourquoi? Parce que dans le troisième degré, les QRS ne sont plus liés aux ondes P conduites, donc le rythme n'est plus supraventriculaire, mais les QRS sont liés à un foyer d'échappement et donc à un rythme ventriculaire. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? J'ai une question. Si on a un BAV complet à QRS fin, Ben, c'est qu'il n'y a pas de bloc de branche. Donc là, il n'y a pas de bloc de branche parce que la première condition n'est pas satisfaite, qui est l'élargissement des QRS. ah oui, c'est vrai. D'accord, Oui. merci. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Allez, next. Numéro bis, 5 bis, c'est ça? Alors, celui-là, bloc de branche gauche ou droit? Donc, ne vous cassez pas trop la tête. J'avais dit que l'aspect typique d'un BBD, vous l'avez en V1 et l'aspect typique d'un BBG, vous l'avez en V6. Alors, celui-là, bloc de branche gauche ou droit? Gauche. Gauche, bravo. Pourquoi? En V6, c'est quoi Il y a le premier disparition de l'onde Q. Q, bravo. Avec un aspect de R exclusif crochet. Et projeté, s'ensuit quoi? Une onde T négative. Exactement. Et l'onde négative attribuée à quoi? Les troubles secondaires de la repolarisation. Repolarisation. Bravo. Alors, qui est d'accord avec votre camarade et qui ne l'est pas? Mais là, le PR est trop Je ne suis court. pas d'accord. Moi non plus. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord, toi? Parce que l'onde P elle est pratiquement collée au QRS en D2. Exactement. C'est-à-dire, le PR est court. Donc, Oui, quelle c'est erreur a court. fait votre camarade? Elle n'a pas étudié le troisième critère. Exactement. On va rechercher. Elle a zappé les premiers critères et elle a sauté sur l'aspect des QRS. Vous voyez, en fait, ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai poussé, hein, parce que j'ai dirigé un petit peu la question en disant, est-ce que c'est un bloc de branche droit ou gauche? Voilà. En fait, non, il ne fallait pas aller... Attends, on ne sait pas d'abord si c'est un bloc de branche pour dire s'il est droit ou gauche. Alors, c'est vrai que les QRS sont larges, mais est-ce que le rythme est supraventriculaire? Ah, là, oui, puisque le rythme est sinusal et une onde P positive en D1, D2, positive en AVF, négative en AVR, c'est vrai. Mais il y a une troisième condition à laquelle
Le PR doit être PR supérieur à égale à 0,12. 0,12. Est-ce que c'est le cas? Non. Non, le PR est court. D'ailleurs, pour preuve, on va peut-être un peu voilà, zoomer et remarquer en D2 par exemple, ou là en D2 non. Regardez, l'onde P est court de QRS et le PR est de combien là? C'est presque nul. Bon, pas nul, mais il fait 2 carreaux, c'est-à-dire voilà. Le PR, si je le mesure, ça Ah va oui, être du début de l'onde P, oui. voilà. Et donc, il fait 2 mm. Il n'a pas les 3 mm, c'est un PR court. Et donc, est-ce que je peux porter le diagnostic d'un bloc de branche? Non. Non. Ça devient quoi? Un Wolff-Parkinson-White? Wolff-Parkinson-White, exactement. Vous voyez que quand on zappe les étapes, les trucs fondamentaux, ben, on risque de se tromper. Bien. Et donc, même si visuellement, ça ressemble à un bloc de branche gauche, eh ben, ce n'est pas pour autant un bloc de branche gauche. Eh ben, c'est un syndrome de Wolff-Parkinson-White. D'ailleurs, il a tous les critères dans Wolff-Parkinson-White. Vous avez un élargissement des QRS, PR court et en delta. Vous voyez l'onde delta ou pas? Oui. Eh ben, c'est ça l'onde delta, en fait. Voilà. Peut-être elle est bien visible en V6. C'est ça l'onde delta. Voilà. C'est la partie initiale du QRS. Bien, donc, quelle est la conclusion de tracé? Eh bien, c'est un Wolff-Parkinson-White. Bien, next. 5 bis. Donc, on doit faire maintenant le 6. Docteur, Oui. est-ce qu'on peut déduire la localisation de fissure de Kent? Oui. Oui. Oui, on peut déduire. Si ça donne un aspect d'un bloc de branche gauche, c'est qu'il est à droite. Ah, d'accord. Un aspect, hein, on retient le bloc de branche gauche. Hein. Ouais, c'est qu'il est à droite. Oui, oui. Bien. Allez, numéro 6, on avait dit. Hein. Ensuite, il va y avoir un 6 bis. Alors, plein écran, affichage. Allez, qui veut faire celui-là? Donc, vous ne tomberez plus dans les pièges des blocs de branche, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui, parfait. Allez, numéro 6. Écoutez, moi, je vois que c'est un ECG pratiquement normal. Hein. C'est pas un HVG. C'est de l'HVG, exactement. Ouais, c'est de l'HVG. Alors, pourquoi je dis pratiquement normal? Tout simplement parce que la morphologie des QRS est normale. Hein. Regardez l'aspect. Quel est l'aspect en V1? L'aspect normal, petit a, grand S. Et quel est l'aspect en V5, V6? Onde Q. Grande onde R. Une onde de S. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très présente, mais ce n'est pas grave. Voilà. Question, en 2 secondes, est-ce que l'axe est normal dévié à droite, dévié à gauche ou hyper droit? Normal. Normal. Pourquoi il est normal? Positif en D1 et en D2. Exactement. Donc, j'ai un axe normal, une morphologie normale. Et donc, rien n'est bouleversé. Qu'est-ce qui est frappant sur cet électrode? Tout simplement, c'est l'augmentation des amplitudes. Exactement. Ouais. Donc, si je m'amuse à vérifier ces amplitudes, ben, il faut que je vérifie en fait les indices. Et là, je peux m'amuser à calculer le Sokolov. Ça va être R en V1, enfin S en V1, pardon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 4,5, hein, pratiquement 5, 4,5, 4 gros carreaux et demi. Et en V5, ça fait V5 ou la V6, quelle est plus ample? V5. V5.
Et 5, oui, ça fait 1, 2, 3, pratiquement 4. Et donc 4 plus ça fait 8. Donc ça fait un Sokolov à peu près 43. 45 à peu près. Voilà. Et donc, un Sokolov, non, plus de 45. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est ça? 5, 6, 7, 8 et demi. 43. Et donc, est-ce que c'est un Sokolov pathologique? Oui, clairement pathologique, puisque la norme matière Sokolov, c'est 35 mm. Bien. Donc, vous voyez que l'HVG ne donne pas un bouleversement de la morphologie, mais juste augmentation des amplitudes attestée par l'augmentation des indices. Alors, je peux calculer aussi le Cornell. Ça fait combien? 10. R en AVL, 10 mm à peu près, plus S en V3, 5. Ça fait 15. Est-ce que le Cornell est normal? Oui. Oui. Alors, j'ai un Cornell normal et un Sokolov pathologique. Donc, est-ce qu'il y a une HVG ou pas? Il y a une HVG. Exactement. Pourquoi? Parce que l'un des deux suffit. Pourquoi l'un des deux suffit? Parce que c'est des indices qui ont une bonne spécificité, une mauvaise sensibilité. C'est pour ça qu'on utilise deux. Si un est pris à défaut, l'autre peut redresser le diagnostic. Reste à savoir ce que c'est une HVG de type systolique ou diastolique. L'aspect de l'an de T. Exactement. Il est comme l'aspect de l'an T. Il est normal, c'est une onde qui reste asymétrique, mais qui reste positif. Lorsque le QRS est positif, il n'y a pas de trouble secondaire de la repolarisation. Et donc, c'est une HVG de type diastolique. Bravo. C'est bon? Des questions là-dessus? Là, on passe au prochain. Bien. 6 bis. Alors, qui peut interpréter celui-là? Il n'est pas en plein écran. Il n'est pas en plein écran. Et pourtant, est-ce que là, il est? Oui. Et alors, qui peut l'interpréter? C'est une HAD, hypertrophie auriculaire droite, puisqu'on a des ondes de P amples, Oui. avec HVD. Avec une HVD exactement, comme l'atteste la déviation axiale. Donc, est-ce que l'axe est normal, dévié à droite, dévié à gauche? Dévié à droite. Dévié à droite, exactement. Ça peut être en faveur d'une HVD. Au niveau de l'oreillette, ben, vous avez quoi? Vous avez aussi une HAG, en fait, c'est une hypertrophie biauriculaire. Parce que même la largeur de l'onde de P augmente. À mon On a avis, l'aspect bifide aussi. il y a un aspect bifide, exactement. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas aussi vu dans le cours, l'aspect en V1 de l'HG. Pourquoi en V1? Parce que quand vous prenez la position du V1, voilà, elle est pile poil sur le septum. Voici le cœur, avec les ventricules, et voici le rebord costal. V1, je la place ici. Donc V1 voit le septum, et V1 voit l'onde de P, d'abord droite, et puis gauche. Donc le premier vecteur de l'onde P, celui de l'OD, vient vers V1 et elle engage une positivité. Ensuite, quand ça passe vers l'OG, puisqu'elle est sur le septum un peu, et bien ce vecteur, quand il part vers le VG, il va faire quoi? Il va se fuir de V1 et elle enregistre une négativité. C'est pour ça que souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent, l'onde de P est biphasique en V1. Dans la première positivité correspond à l'OD et la deuxième partie négative correspond à l'OG. Vous me suivez ou pas? Oui? Oui. Et donc, quand on a une HVG, une HAG, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? La deuxième partie augmente. Et donc, on va avoir quoi? Une onde P biphasique avec une négativité ample et traînante en V1 qui peut être aussi un signe d'HAG. Voilà.
Donc, en fait, vous avez un signe d'HAG en V1, même en D1, avec augmentation de l'amplitude. Il s'agit d'une hypertrophie bi-auriculaire associée à une hypertrophie ventriculaire droite. Alors, quelle valvulopathie peut donner ça? Rétrécissement mitral, exactement. Ouais. Pourquoi rétrécissement mitral? Parce que premièrement, il retentit sur l'OG. Donc, ça vous donne une HAG. Ensuite, un stade plus tardif, ça retentit sur la circulation pulmonaire sur ce HTAP. L'HTAP peut donner de l'hypertrophie ventriculaire droite et l'hypertrophie ventriculaire droite peut donner l'hypertrophie auriculaire droite. Voilà. Donc, dilatation de l'OG avec les cavités droites, eh ben, c'est un trouble qui est vu dans le rétrécissement mitral. Alors là, c'est difficile, bien sûr, de faire tous ces diagnostics, surtout à l'électrocardiogramme, tout simplement parce que vous n'avez pas le contexte clinique. Mais si je vous dis que c'est un ECG qui a été fait, c'est une jeune dame qui a un roulement diastolique 4/6 au foyer mitral, eh bien, le diagnostic devient plus facile. Bien. Allez, celui-là n'est pas très intéressant. Il ne me plaît pas. Et donc, on va passer au suivant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus d'abord? Numéro 7. Docteur, Oui, j'ai une question. vas-y. Dans l'onde biphasique P en V1, Mhm. la partie négative devient plus ample quand on a quelle hypertrophie? J'ai pas bien entendu. Non, contrairement à la normale, c'est-à-dire l'onde P normale en V1, c'est une onde biphasique, comme ça. Oui. Et quand la deuxième partie devient large et ample, c'est la deuxième partie qui a grandi. Donc, quand elle est biphasique en V1, la première partie, c'est l'OD. La La deuxième, deuxième, c'est l'OG. c'est l'objet. Ouais. Donc, quand celle-ci devient ample et large, C'est l'HAG. HAG, exactement. Voilà. D'accord, merci. Bien. Monsieur, ici le QRS en V1, il est normal dans le CG qu'on vient de faire. Non, il y a quoi en V1? Il y a un bloc incomplet droit. Mais là, je ne l'ai pas dit pour ne pas trop compliquer le tracé. Tu l'as vu? Oui, justement, je voulais vérifier. Un bloc incomplet droit. Bravo. Dans 10 minutes, تكمل. جبت معك هنا ولا هناك؟ جيبوا لهنا خير. لهيك خير. Ok. Bien. Allez, on continue. Prochain tracé. Docteur Michel va vous aider pour l'interpréter. اروح اشوف له التراسي هذايا. Carrément. أني نخدم مانيش بمسح نخدم صح. معليش ما عندي بحرتها ولا بحرتها. Alors, question 2 secondes. Axe normal, dévié à droite, dévié à gauche. Il n'est pas en plein écran, docteur. Je refais le partage. Et là? Oui, c'est bon. Parfait. Allez, vous avez 2 secondes pour répondre. L'axe est normal, dévié à droite, dévié à gauche ou hyper droit? Il est normal. Normal. Très bien. Pourquoi il est normal? Parce que le QRS est positif en D1 et en D2. Exactement, oui. Très bien. Alors, quelle anomalie? On a une onde de bifide. Une onde bifide, oui. Ça peut être une HAG, effectivement. Oui, bravo, bien vu. Avec une durée limite de 0,12. Quoi d'autre? Une HVG. Une HVG, exactement. Pourquoi une HVG? Les QRS sont très amples en V6 et V5. Tellement importante qu'elle chevauche. Vous remarquez ou pas? Et donc là aussi, j'ai une morphologie normale avec un axe normal, mais des amplitudes extrêmement amples. Et donc là, si je mesure le Sokolov, si je m'amuse à le faire, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pratiquement.
Donc, le lampe de R en V6 à 35 mm. Donc, 7, 8, 9, 10 au moins. Donc, j'ai un Sokolov de 52 à peu près millimètres. Donc, c'est un Sokolov pathologique ou pas? Oui. Pathologie. Exactement. Et donc là, il s'agit d'une HVG. Alors, maintenant, est-ce que c'est une HVG de type systolique ou diastolique? Elle est systolique. Et pourquoi systolique? On a une onde T qui est négative. Exactement. Donc, vous avez des troubles secondaires de la repolarité. Décalage du segment ST en V1. Oui, exactement. Alors, il y a un petit sous-décalage en V5, V6 qui accompagne l'antenne. C'est un peu ce qu'on a fait dans le BBG. C'est quoi? Ça fait partie des troubles? Secondaire La de repolarisation. L'image au miroir, ça va être quoi? Donc, ça à ne pas confondre avec les cardiopathies ischémiques, mais on en reparlera quand on fera ce chapitre, Inch'Allah. Allez, on va clore la session avec le dernier tracé. Il me reste 5 minutes. Allez, le dernier tracé. Malheureusement, il n'y a plus de suspense à chaque fois pour le dernier tracé parce qu'on a fait tous les cas de figure. Il reste un seul. Donc, vous pouvez même donner le diagnostic sans l'avoir vu, n'est-ce pas? Alors, nouveau partage. ECG. Voilà. Allez, qui peut me parler de ça? Vous pouvez le mettre en plein écran, docteur. Ah, je l'ai mis. Voilà. C'est fait? Oui. Très bien. Question 2 secondes. L'axe est normal, dévié à droite, dévié à gauche ou hyper droit? Dévié à droite. Dévié à droite. Bravo, exactement. Pourquoi il est dévié à droite, l'axe? Négative en D1, positive en D2. Positive en DE, exactement. Est-ce qu'il y a une anomalie de conduction là? BAV de premier degré. BAV de premier degré, bravo. Donc, j'ai un BAV de premier degré. Vous avez un PR qui est lent, qui dépasse les 0,20. Il dépasse un gros carreau d'un petit, mais il dépasse. Il reste constant. Et toutes les ondes P sont suivies de QRS. Donc, BAV de premier degré, déviation axiale droite. Alors, quand il y a une déviation axiale droite, c'est suspect d'être une HVD. Hein. Il peut y avoir d'autres étiologies, mais c'est suspect d'être une HVD. Donc, il faut chercher d'autres critères. Est-ce qu'il y a d'autres critères en faire de l'HVD? Oui. Oui, lequel? On a un rapport RS supérieur à 1 en V1. En V1, exactement. Ouais. Un rapport R sur S supérieur à 1 en V1. Et là, si vous avez 2, ça confirme pratiquement l'HVG. Remarque en V6, HVD. Remarque en V6, c'est un aspect petit a grand S. On dirait que le CG, c'était inversé. N'est-ce pas? Je vous aurais mis ça V1, V2, V3, V4, V5, V6. Vous aurez dit quoi? ECG normal. La QRS normale. Vrai ou pas? Oui. Oui. Alors, pourquoi ça inverse? En fait, l'aspect tel les QRS, il y a quoi? À la dominance du VG. Et s'il y a une HVD tellement importante que le VD devient dominant, comme si vous avez inversé le cœur. Et si vous inversez la dominance, l'aspect électrique va s'inverser. Et vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça. Sachez que le principal critère d'HVD, c'est quoi? C'est R sur S supérieur à 1 en V1. Exactement. C'est bon? Mais si on a un seul critère, est-ce qu'on peut conclure à une HVD ou pas? Tu peux, mais avec moins de sensibilité, moins de spécificité. Donc ça peut être un diagnostic comme une autre. Exactement. Ouais. Mais si on a l'axe qui est normal et qu'on a un R sur S supérieur à 1.
Alors, R sur S fois 1 est plus puissant que la déviation axiale. D'accord, donc c'est plus... Pourquoi cela? Parce que la déviation axiale peut être liée à autre chose comme les hémiblocs. D'accord? Merci. Très bien. Est-ce qu'on a aussi une hypertrophie auriculaire gauche? Est-ce qu'il y a une hypertrophie auriculaire gauche? Non, je ne crois pas, non. Non. Gauche, non. Docteur, Mhm. vous pouvez s'il vous plaît me réexpliquer la déviation axiale droite? Oui, mais tu veux que j'explique quoi la déviation axiale droite? J'ai pas compris pourquoi on a dit qu'on a une déviation axiale droite. Ah, très bien. Tout simplement parce que quand le QRS est positive, enfin négative en D1, c'est-à-dire j'élimine la partie, comment? Positive D1, parce qu'il est négatif en D1. Regarde QRS, il est négatif. Donc l'axe ne peut pas être là. Ensuite, je prends D2, il est positif en D2. Donc j'élimine la partie négative de l'axe du D2. Et donc l'axe est là. Il dépasse les plus 90 et là, on est dans la zone de la déviation axiale droite. Merci. De rien. C'est bon? Moi, j'ai une question à laquelle vous avez répondu, mais je n'ai pas compris la réponse. Ah bah écoute, je vais te faire la même réponse de toute manière. Hein. Non, mais c'est pas que j'ai pas compris, en fait. Je ne suis pas satisfaite de la réponse. Écoute, repose ta question et... Parce que voilà, je vous avais demandé, est-ce qu'on peut avoir un bloc de branche lorsqu'on a un BAV à QRS fin? Mais après, vous m'avez dit que les QRS fins étaient... Enfin, ça veut dire qu'on n'avait pas de bloc de branche. Mais si on a un bloc de branche, le QRS va être transformé, il va être large. Bon, est-ce que c'est compatible? Je pense que tu es en train de te contredire. Hein. Non, est-ce qu'un BAV intra-haïtien ou supra-haïtien est compatible avec un bloc de branche? Ah, ça, je comprends. Là, je comprends. Oui, mais très bien. Mais donc là, sur le tracé électrique, tu ne vas pas avoir de QRS fin. Oui, mais on va avoir une dissociation auriculo-ventriculaire. Eh bien, c'est que tu ne pourras pas savoir, encore une fois. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas savoir si le bloc est ici avec un bloc de branche ou si le foyer d'échappement est plus bas situé. Pour ça, il te faut une étude électrophysiologique. Et un sable de surface ne peut pas faire la différence. D'accord. Très bonne question. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, c'est vrai, on avait parlé de la déflexion intrinsicoïde. Effectivement, ben oui, on peut la rajouter comme critère. Donc, la déflexion intrinsicoïde droite est allongée dans les blocs de branche droit à cause de l'onde R'. C'est vrai. Et la déflexion intrinsicoïde gauche est allongée dans le bloc de branche gauche en V6 à cause de l'onde R exclusive mais crochetée. Donc, le deuxième sommet est éloigné du début. Effectivement, c'est un critère. Voilà. Bonne remarque. Très bien. On ne peut pas diagnostiquer une hypertrophie ventriculaire gauche associée à un bloc de branche gauche, encore une fois, parce que là, l'augmentation des amplitudes n'est pas liée à l'augmentation de l'épaisseur ou de l'hypertrophie, mais à la sommation des potentiels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors je peux répéter l'aspect biphasique en V1. En fait, les critères d'HVG, c'est quoi? C'est une onde P bifidée large en D2. Bien, on avait dit que quand il y a une HVD, excusez-moi, HAG, ça séparait les deux composantes de l'onde P et ça crée une onde P large et bifide en D1, en D2, pardon, et que sa durée dépasse les 3 mm. Bien. Mais je peux avoir un autre critère en V1. Pourquoi? Parce que V1, c'est une dérivation qui vient à cheval entre les deux. Voilà, V1 est là. Hein. V1 est là. Et V1 est à cheval entre les deux oreillettes. Et donc, V1 voit le vecteur de l'onde P sinusale venir vers elle dans un premier temps. Elle enregistre une positivité. Et la fuir dans un second temps. Et elle enregistre une négativité. Donc, à l'état normal, l'onde de P est souvent bifide
Monsieur biphasique, excusez-moi, en V1. Avec une première positivité correspond à l'OD, une deuxième positivité correspond à l'OG. Et donc, quand vous avez une HAG, hypertrophie auriculaire gauche, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la deuxième positivité qui va grandir. Et donc, vous allez avoir une onde P biphasique, mais avec une négativité traînante, c'est-à-dire large et profonde, qui a grandi. Et là, ça témoigne d'une hypertrophie auriculaire gauche. Biphasique, excusez-moi. C'est moi qui confonds. C'est biphasique. Bifide, c'est ça. Bifide, c'est-à-dire qu'elle a deux composantes dans le même sens. Deux positivités. Ça, c'est bifide. Biphasique, elle a deux composantes, mais une composante positive et une négative. Ça, c'est biphasique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore hein, cette séance. C'est une séance légère. C'est bien qu'on fasse des petites séances légères de temps à autre aussi. Alors, demain, ça va être à 8h30, excusez du peu, 8h30. Et ça va être avec Dr Remelé qui vous fera surveillance d'un opéré du cœur. Vous y serez? Donc, demain, il faut se coucher tôt. Hein. Voilà, réveil de bonne heure, Inch'Allah. 8h30, il commencera. Il va faire surveillance d'un opéré du cœur. Alors, et mercredi, on va faire quoi? On va faire 2 cours de thérapeutique rattrapage un peu. Les bêta-bloquants avec Dr Chelgo et les vasodilateurs avec Dr Khedossi, mais on va le faire en conjointement avec P5. Hein. Donc, ça va être P5, P6. Les deux promos. J'espère que vous ne dépasserez pas les 100. Le week-end, Inch'Allah, on entamera un chapitre important qui va être les cardiopathies ischémiques. Voilà. Pour qu'on soit, voilà, on avance un petit peu. Dr Remelé est très actif. Ou je suis très actif? Ah oui, c'est un lève-tôt, hein, Dr Remelé. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il est obligé de faire son cours pour venir travailler par la suite. Hein. C'est pas... il a sa vacation de caté par la suite. Donc, c'est généreux de sa part de pouvoir faire le cours malgré cela. Je dis, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein, voilà. Je vous dirai en temps utile. Allez. Je vous en prie. Merci à vous. Passez une excellente fin de journée. Et puis, demain, Inch'Allah, demain matin. Allez, bye bye.